sur le stream aussi. Eh bien, rebonsoir à tous. On va parler un petit peu de communication. Ça va rebondir un petit peu sur certains sujets de Camille tout à l'heure. Sujet qui est assez important à l'époque à laquelle on vit, et puis on va discuter un petit peu de tout ça. Je réalise que je ne me suis pas présenté tout à l'heure, c'est peut-être le moment de le faire aussi. Je m'appelle Greg, j'étais développeur pendant 15 ans dans des startups à Paris et à New York, et j'ai arrêté le dev il y a 7 ans maintenant pour monter des boîtes dans le recrutement, la formation et l'événementiel pour les développeurs. Donc c'est un métier que que j'ai beaucoup pratiqué, qui a été une vraie passion, mais que je suis aussi de près sur d'autres aspects et d'autres projets, et qui me permet de voir un petit peu justement ces questions-là et de voir pourquoi, par moment, ces sujets-là peuvent être importants pour nous, même si on n'a pas forcément le temps et l'énergie à y consacrer. Alors, la communication, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Évidemment, on ne va pas parler de toute la communication. Ce qui nous intéresse, c'est quand même plutôt la communication professionnelle. On pourra aller boire des coups après et parler d'autres communications, mais là, c'est celle-ci qui nous intéresse pour ce soir. Cette communication, elle est aussi diverse et variée. On ne va pas non plus parler de la communication interne, donc toutes les formes de communication que vous pouvez avoir au sein de vos entreprises, parce que généralement, ces formes de communication-là, elles sont dictées, elles sont établies par les règles, par la culture de l'entreprise. Donc, il y a déjà, en gros, des manières de faire qui sont en place, aussi bien dans le fond que dans la forme. Ce qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est la communication externe. Donc, quand on va parler de sujets professionnels, mais avec des gens qui sont en dehors de notre entreprise. Et dans un premier temps, de cette communication externe distancielle. Donc, tout ce qui se fait à travers un écran. Alors, les communications privées, on ne va pas trop en parler, c'est-à-dire les communications où on va être en one-to-one, par mail, par messagerie privée ou avec un petit groupe, etc. Bon, c'est pas quelque chose qui est très intéressant en soi parce que, encore une fois, c'est privé, donc il y a quand même aussi certains codes qui se mettent un petit peu en place. Ce qui est un petit peu plus intéressant, à mon sens, c'est la communication distancielle publique. Donc, ça veut dire quoi quand on parle de tout ça ? C'est quand on va s'exprimer sur ces deux grandes familles d'outils que sont, d'un côté, les réseaux sociaux, donc les Twitter, les LinkedIn, les Mastodon, les Blue Sky, etc., qu'on a évoqués précédemment. Et puis, l'autre grande famille que sont les plateformes communautaires, donc typiquement les Slack, les Discord et tout ce qui va avec. La différence principale entre ces deux typologies d'outils, quand on veut communiquer en tant que développeur ou n'importe qui d'ailleurs, c'est que le réseau social, c'est quelque chose où on va toucher un public assez large, mais pas forcément très qualifié par rapport à ce qu'on fait. Là où les plateformes communautaires sont généralement un public qui est beaucoup plus restreint, mais beaucoup plus qualifié et beaucoup plus en adéquation avec les sujets ou les raisons pour lesquelles on a rejoint ces plateformes-là. Mais avant d'aller communiquer là-dessus, la question à se poser peut-être, c'est pourquoi communiquer quand on est développeur ? Alors, il y a une raison toute simple, ça peut être pour trouver des réponses. Notre métier est semé d'embûches, on a quand même pas mal de problèmes et de sujets techniques des fois qui coincent. On a évidemment plein d'outils à disposition que sont des moteurs de recherche et évidemment de nos jours tous les LLM qui savent de plus en plus de choses. Mais des fois, ça suffit pas. Et donc, aller poser une question ou mettre une question en public sur un channel, sur un réseau social ou quelque chose comme ça, ça peut permettre de trouver des réponses. Évidemment, c'est une première raison tout à fait légitime de communiquer. Communiquer, ça sert aussi à partager à la communauté. Quand on a fait des tests, quand on a essayé des outils, des librairies, quoi que ce soit, et qu'on peut faire un retour là-dessus, c'est quelque chose qui est très cool et qui est apprécié, et qui est d'ailleurs quelque chose qui est très généralement assez répandu dans notre communauté. C'est pas le cas de tous les métiers. La notion de partage, chez nous, elle est un petit peu intrinsèque. Elle vient un petit peu aussi toute la philosophie de l'open source qui est derrière. Je peux vous dire que les commerciaux, ils se partagent pas leur carnet d'adresse. C'est pas tout à fait le même délire de ce côté-là. Mais partager, ça peut se faire aussi en dehors de la communauté. Quand je dis en dehors de la communauté, c'est aussi et surtout tous les métiers qui sont proches de nous. Je pense aux gens du produit, par exemple, aux gens du business, un petit peu moins proches, mais qui le sont quand même. Et ces gens-là, c'est important aussi qu'ils puissent voir à travers ce qu'on partage, à travers ce qu'on explique, comment notre métier se transforme. Parce que c'est des gens qui ont quand même, de manière directe ou indirecte, des actions ou des directives qui vont retomber sur ce qu'on fait nous. Et donc, le fait de pouvoir leur expliquer, leur faire comprendre comment notre métier se transforme aujourd'hui, c'est aussi une manière pour eux de comprendre ce qui se passe vraiment et donc d'éviter qu'on se retrouve avec des demandes qui sont complètement aberrantes et qui n'ont rien à faire ou rien à voir avec ce qui est de l'ordre du faisable aujourd'hui avec les outils dont on a à disposition. Communiquer, ça sert aussi à montrer sa légitimité, montrer qu'on est calé sur tel ou tel sujet. Ça, je sais que c'est souvent un sujet ou un point qui coince pour pas mal de développeurs parce qu'ils peuvent le voir comme quelque chose de prétentieux. Alors,
ça, c'est le côté prétentieux, c'est juste la forme. Enfin, c'est sûr que si vous arrivez en disant « je suis le meilleur sur tel techno », ouais, bon, ça craint un peu. Mais juste démontrer sa légitimité, c'est aussi une bonne chose, ça vous met en avant, ça vous donne de la lumière, et ça, c'est quand même plutôt une bonne raison de communiquer aussi. Puis vous pouvez communiquer pour des choses un peu plus légères aussi, hein. On a beau être sur des réseaux professionnels et on s'adresse à une population professionnelle, c'est très bien aussi de temps en temps de souffler un peu, de balancer un truc marrant ou de parler d'un sujet annexe qui vous intéresse. Ça humanise aussi, hein. C'est aussi une bonne manière aussi de montrer une autre facette de votre personnalité, donc faut pas hésiter. Alors évidemment, faut pas faire que ça, mais faut pas hésiter des fois à lever un peu le pied et à pas trop tout prendre au sérieux tout le temps. Alors, si on veut se mettre à communiquer, si c'est un exercice qu'on fait pas trop ou pas du tout en tant que développeur, comment on peut commencer à faire tout ça? Bah, la première étape, quand on arrive sur un nouveau réseau social, sur une nouvelle plateforme communautaire, la première étape, elle est toute simple, c'est de lire. Lire ce qui est posté sur ces outils-là. Pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour identifier un peu quelles sont les personnes qui participent et qui communiquent sur ces réseaux, sur ces plateformes, savoir de quoi parlent ces personnes-là et comment elles en parlent aussi. Donc ça permet de s'imprégner un petit peu, parce qu'il y a quand même malgré tout dans tous ces endroits des codes, des cultures qui se mettent en place. Donc c'est bien aussi de commencer déjà par s'imprégner un petit peu, histoire de ne pas faire un post qui a une forme qui n'a rien à voir avec tous les posts qui ont toujours été faits sur cette plateforme, et de rester un petit peu cohérent là-dessus. L'étape logique après la lecture, c'est l'écriture, mais celle-ci, on peut peut-être la décomposer en 2 temps. Et il y a peut-être, parce que c'est généralement l'écriture qui pose problème à beaucoup de devs sur le fait de prendre la parole sur ces plateformes-là. La première approche qui peut peut-être un petit peu faciliter la chose, c'est de passer par les commentaires. Donc les commentaires, quel que soit le réseau social ou la plateforme, ça va permettre de réagir ou de rebondir à une discussion qui est déjà démarrée. Donc en quelque sorte, c'est un petit peu plus light en termes d'implication, puisque le sujet de la discussion a déjà été en place ou a déjà été lancé par quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un bon point de départ pour commencer à écrire, à partager de ce côté-là. Et puis une fois que vous êtes à l'aise avec ça, bah, commencez à poster directement, c'est-à-dire à initier en fait un nouveau sujet de discussion dans l'optique qu'il y ait des gens qui puissent venir rebondir dessus et apporter par rapport à ce que vous avez commencé à raconter. Alors, que ne pas faire? Il y a aussi des choses qu'il faut peut-être un petit peu éviter de faire. Il y en a une que je vois encore très souvent de nos jours, ça concerne les pages de profil. Donc, que ce soit LinkedIn, Twitter, Slack, Discord, ce que vous voulez, vous avez toujours une page de profil plus ou moins détaillée, mais qui généralement a à minima 2 composantes principales que sont votre photo et votre nom. Et c'est vrai que je tombe encore très régulièrement sur des pages de profil comme ça, et là, celle qui fait le plus mal, c'est la partie photo. En fait, le message que vous faites passer en ayant l'espèce d'avatar un petit peu par défaut comme ça, c'est OK, ça prend 12 secondes et demie d'uploader une photo là-dessus, je l'ai pas fait, flemme. Et en fait, de base, ça donne une image qui est pas très bonne de votre investissement ou de votre volonté de participer sur ces réseaux-là. Donc, mettez une photo. Et si pour une raison X ou Y, mettre une photo de votre tronche, c'est pas possible pour vous, vous voulez pas, mettez une image dans ces cas-là. Peu importe, hein, c'est pas important. Et puis surtout, pensez à utiliser la même photo ou la même image sur les différents réseaux sur lesquels vous êtes. C'est quand même la meilleure manière, en fait, de vous suivre, de vous retrouver. La plupart des gens aujourd'hui qui sont sur ces plateformes-là sont généralement sur plusieurs réseaux, sur plusieurs plateformes en même temps. Et donc, pouvoir, d'un clin d'œil, de par juste l'avatar, reconnaître quelqu'un qu'on a déjà vu, lu ou entendu sur un autre réseau, c'est assez pratique. Sur le nom, c'est important aussi. Un prénom seul ou encore pire, un pseudo, c'est impossible de vous identifier avec ça. Donc, l'idée quand même, en participant sur ces plateformes-là, c'est aussi de vous donner de la visibilité. Donc en fait, en ne mettant pas son vrai nom, en ne mettant pas de photo, c'est y aller sans y aller. Donc il y a un truc qui est toujours un petit peu particulier. Donc si vous voulez tirer un petit peu pleinement profit de ce que peuvent apporter ces outils-là, pensez à mettre une photo et votre nom complet. Alors ça, c'était pour la communication à travers un écran, en distanciel. Maintenant, la communication dans notre écosystème, elle se fait aussi en présentiel, avec des moments comme maintenant, des meet-up, des conférences, des salons, différentes formes d'événements qui permettent aux développeurs de se réunir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Parce qu'il y a toujours un petit peu les mêmes problématiques qu'on va retrouver. Alors, si vous venez seul, ce qui est quand même le cas la plupart du temps quand on va à ces événements-là, allez vers les gens. Plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais qu'ils soient seuls ou en groupe.
C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un d'autre qui semble être seul, faites le premier pas, allez voir cette personne. Déjà, vous allez lui sauver la vie parce que très probablement que cette personne-là, elle est comme vous, elle est toute seule aussi, un peu timide, elle sait pas trop à qui parler pour le moment. Donc, vous allez faire d'une pierre deux coups, vous allez trouver quelqu'un avec qui discuter et puis en plus, vous allez sauver la personne qui est avec laquelle vous allez parler. Et puis, n'hésitez pas aussi à rejoindre des groupes. Toutes les phases, on va le voir juste après, là, dans quelques minutes, quand on va passer à la partie apéro, il y a toujours des petits groupes qui se forment de 2, 3, 4, 5 personnes qui se forment assez naturellement. Et là-dessus, il y a un truc assez génial chez l'être humain, ça s'appelle la vision périphérique. Et donc, en fait, quand on est en groupe et qu'il y a quelqu'un qui s'approche du groupe, il y a une espèce de réflexe assez naturel qui est de faire un pas de côté pour laisser la personne rejoindre le groupe. Donc, n'hésitez pas, même si vous voyez que des gens sont déjà en train de discuter, à vous approcher généralement assez naturellement, que vous allez pouvoir rejoindre le cercle et puis au fur et à mesure entamer la discussion avec ces gens-là. Si vous venez en groupe, ce qui peut arriver aussi, si vous venez avec des collègues à une conférence, à un meet-up comme ce soir ou à d'autres des événements comme ça, essayez aussi d'aller parler à d'autres gens. C'est sûr que c'est super agréable et plus confortable de rigoler avec les copains du boulot, mais c'est dommage aussi de ne pas profiter de ce moment-là pour rencontrer d'autres personnes. Poser des questions, ça c'est toute cette typologie d'événements-là ont généralement des moments de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser des questions. C'est aussi une bonne manière de vous faire voir entre guillemets dans le groupe. Moi, ça m'arrive hyper fréquemment dans des meet-up d'avoir entendu quelqu'un qui pose une question sur un sujet qui m'intéresse et du coup après, quand on va boire un petit coup, de retrouver la personne en disant ah bah oui, t'avais parlé de ce sujet-là, moi aussi je suis intéressé, donc ça vous permet aussi de créer des connexions assez facilement. Et puis présenter des sujets. Des meet-up, ça, je peux vous dire en tant qu'organisateur de meet-up, on en manque en permanence. Donc, n'hésitez pas à venir prendre la parole. C'est un exercice qui est vraiment intéressant. Ça force à aller creuser un peu différemment les sujets techniques qu'on a pu aborder. Et donc, ouais, c'est vraiment un exercice que je recommande. Donc, ça, si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à vous lancer. Alors, que faire de manière générale, finalement, sur ces sujets de communication, qu'ils soient distanciels, qu'ils soient présentiels, quand on veut s'y mettre, qu'on veut essayer de développer un petit peu ces aspects-là de notre métier, bah, en gros, c'est un effort, hein, clairement. Mais la vraie question derrière ça, c'est plutôt pourquoi on ne le fait pas, cet effort. Et en fait, il y a quand même deux sujets principaux qui bloquent un petit peu là-dessus. Souvent, c'est de la peur, souvent, c'est de la gêne. Et en fait, très certainement que aussi, le plus souvent, c'est qu'on se rend pas compte de ce que ces échanges-là apportent, en fait. Et alors, pour vous donner un petit ordre de grandeur, moi, ça fait une dizaine d'années que j'assiste à une cinquantaine d'événements tech par an, à peu près. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. Et aujourd'hui, 80-90% de mon taf vient des gens que j'ai rencontrés au cours de ces événements-là. Donc, alors, je suis sur un mode de travail qui est différent maintenant que celui que j'avais en tant que développeur, mais la force du réseau, elle est vraiment primordiale. Et là, dans une époque où notre métier change complètement, elle prend aussi une dimension encore plus importante qu'elle a pu avoir pour le passé. Donc, on s'en rend pas forcément compte, mais là, peut-être que ce soir, des gens que vous avez pas encore, avec qui vous n'avez pas encore discuté, peut-être que vous allez bosser ensemble dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça, vous le savez pas. Et c'est dommage de se fermer à ces opportunités-là. Alors celui-là, je tenais à le mentionner aussi. Peut-être il peut faire un peu grincer les dents, mais le fait de pas communiquer ou de pas faire cet effort-là, je pense aussi qu'il vient indirectement du fait que le marché il nous a été quand même très favorable pendant très longtemps. C'est-à-dire, je vous montrer un petit graphe juste après, mais globalement, l'industrie de la tech et des développeurs, on a été ce qu'on appelle une ressource pénurique pendant des années, des décennies, jusqu'à 2023 à peu près. On va voir ça par la suite, mais depuis c'est un peu moins la teuf, mais le fait est que pendant des années, encore une fois des décennies, on était extrêmement recherché par les entreprises, extrêmement demandé, et donc du coup, finalement, faire un effort qui n'était pas sur la fiche de poste, bah, entre guillemets, à quoi bon, hein, parce que le boulot, on l'avait déjà, si le boulot ne nous plaît plus, on tape dans un arbre, il y a 15 jobs qui tombent, donc voilà, il n'y avait pas trop d'incitation à ça. Là-dessus, maintenant, les choses ont un petit peu changé, donc je pense que c'est important aussi de faire ça, de franchir ce pas, justement. Et puis on pourrait se dire, mais de toute façon, les sujets de communication, en tant que développeur, on a quand même tous choisi, consciemment ou inconsciemment, de parler avec des machines plutôt que de parler avec des humains. Donc on pourrait se dire, ok, donc c'est un petit peu normal que ce soit un sujet un peu problématique dans l'écosystème. Alors en fait, oui et non. C'est vrai que c'est un problème de développeur, mais c'est vrai que c'est un problème de développeur français. Il y a quelque chose qui est très culturel avec ce sujet de la communication, c'est pas global, c'est pas tous les développeurs worldwide qui ont
cette espèce de blocage des fois à bosser là-dessus. Et un petit exemple que je peux vous montrer qui va dans ce sens-là, c'est donc la Swift Connection, c'est une des conférences que j'organise. C'est la plus grosse conférence sur les techno Apple en Europe, qui fêtera d'ailleurs ses 10 ans cette année. Et l'édition de l'année dernière, donc on avait, comme pour la plupart des conférences tech, on avait ouvert un CFP, donc un call for paper, c'est-à-dire donc le process qui permet à tout un chacun de proposer un sujet pour la conférence. Donc c'est une conf qui existe depuis 10 ans à Paris, en France. Les 2/3 des participants sont français. Et là, sur les 151 propositions qu'on a reçues, il n'y en a même pas 10% qui venaient de développeurs français. Donc il y a vraiment un truc qui est culturel et qui n'est pas juste l'apanage de tous les développeurs. Ah, je suis développeur, donc je ne communique pas. Il y a aussi des choses qui sont du ressort culturel qui vont là-dedans. Alors pourquoi ce sujet il est particulièrement important en 2026 ? Je l'évoquais un peu précédemment, mais donc notre métier se transforme, ça je vous apprends rien. On ne fait que parler d'IA et des usages de l'IA dans le dev depuis quelques années maintenant. Mais il y a aussi notre marché qui se transforme. Le marché de la tech et indirectement du coup des développeurs, il va mal. On n'est pas dans une période qui se porte très bien. Donc il y a ce petit graphe que j'utilise assez fréquemment qui représente le nombre de postes de développeurs sur Indeed, qui est la plus grosse plateforme de job posting, donc d'offres d'emploi aux États-Unis. Donc bon, c'est des chiffres qui sont évidemment très US, etc., et qui sont par certains aspects un peu biaisés, mais l'illustration montre quand même assez bien la tendance et le marché dans lequel on évolue actuellement. Tout à gauche, on est au 1er février 2020, donc juste avant le Covid. On voit 2020, évidemment, une baisse assez significative des offres d'emploi sur le marché des développeurs, forcément. S'ensuit 2 années d'euphorie complète post-Covid, où là, le pognon coule à flot et ça part dans des dimensions absolument aberrantes. Alors moi qui fais du recrutement, je peux vous dire que c'était quand même vraiment n'importe quoi ces années-là en termes de salaire, de demande, etc. Et puis, ça a fini par se casser la gueule aussi vite que c'est monté. Et en fait, depuis un peu plus de 3 ans maintenant, on est bien en dessous de ce qu'on avait pré-Covid. Et même là, si on a une légère petite remontée depuis début 2026, on est globalement à moins 25, moins 30% par rapport, en termes de nombre de postes sur le marché, par rapport à ce qu'il y avait pré-Covid. Donc on est quand même dans un monde qui a changé, même si on ne s'en rend pas forcément compte. D'autant plus si vous êtes en poste depuis plusieurs années, très certainement que vous n'avez pas forcément vu ce truc-là. Mais on a quand même opéré un switch où on est passé de l'époque où c'était les entreprises qui cherchaient des développeurs à l'époque où c'est maintenant les développeurs qui cherchent des entreprises. Donc il y a quelque chose qui a vraiment bougé de ce côté-là, et c'est pour ça justement que ces sujets de communication, de savoir aussi se mettre en avant sans pour autant que ce soit de la vantardise ou quelque chose d'un peu déplacé, revêt une importance bien plus grande qu'elle pouvait l'avoir par le passé quand le marché nous était plus favorable. Alors en conclusion, donc si vous communiquez pas ou peu, allez-y, c'est vraiment un truc qui est cool à faire parce que en vrai, au-delà de l'exercice et des considérations de marché qui vont avec, ça apporte vraiment énormément. On s'en rend pas compte, mais ça crée des connexions, ça crée des liens qui, sans le savoir, vont se transformer en opportunités professionnelles, amicales, mariage, enfant, que sais-je, c'est pas forcément la raison première. Mais enfin, on sait pas où ça mène tout ça, mais souvent ça mène des bonnes choses. Et si c'est un exercice que vous faites déjà, qui est déjà inscrit dans vos routines, aidez les développeurs qui sont autour de vous qui ne le font pas. Ils ont toujours besoin d'un petit coup de pouce pour s'y mettre. Parce que c'est vrai que c'est un exercice, ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, mais c'est quelque chose qui se fait. Et puis c'est un petit peu comme le sport en fait, c'est que ça prend quand même du temps de l'intégrer dans sa routine. Donc ça sert à rien du jour au lendemain de se dire je balance 15 posts par jour sur LinkedIn, ça n'a aucun sens. Petit à petit, allez-y, et puis c'est avec le temps que vous verrez que ça apporte pas mal. Et sur ce, merci. Alors, je vais me faire des questions et réponses moi-même. Hop. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bonsoir. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus pour confirmer ce que tu viens de dire par rapport au fait qu'il faut communiquer. Moi, je suis le premier à la base, peut-être, je sais pas si on dirait ou pas, mais qui suis très timide. Mais pour la petite anecdote, j'ai rencontré Greg il y a maintenant pas mal d'années quand je vivais encore à Paris, même si je suis originaire d'ici.
Et c'était juste pour t'apporter un peu de force par rapport à ça, parce que je confirme, c'est hyper important. Il faut y aller, quoi. Enfin, je sais que moi, par exemple, pour terminer sur ce petit point-là, même avec Conto aujourd'hui, si je suis chez Conto, c'est parce que j'ai participé à des événements et que j'ai rencontré un de mes collègues qui m'a coopté. Voilà. Et si j'avais pas fait tout ça, en fait, j'aurais sûrement trouvé quelque chose, mais ça aurait pas été la même chose. Et voilà, ça a pris des années. J'ai commencé à faire des meet-up, justement, je pense que c'était autour de 2018-2019 à Paris. Et je regrette pour rien au monde. Alors ouais, c'est un peu d'investissement en temps et tout. C'est pas non plus phénoménal. On apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça a changé parce que bon, avec l'IA, on a peut-être moins envie d'aller participer à plein de meet-up parce qu'on a les infos qui sont accessibles beaucoup plus facilement. Mais rien que pour le côté réseautage, faites-moi confiance. On s'en fout. Il n'y a pas d'histoire d'y aller pour faire les beaux ou je sais pas quoi. C'est vraiment hyper important et je sais de quoi je parle. Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup, Julien. C'était pas du tout scripté. Je voulais le dire. Pas du tout. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Hop. Je reprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole par rapport à ça? Yes. Merci. En fait, c'est quand même très paradoxal parce que malgré tout, le fait de communiquer bâtit la légitimité, mais on a peur aussi de communiquer par cette même légitimité. On ne se sent pas trop légitime de le faire. Ouais. Donc, il y a un phénomène opposé qui se produit. Ouais, c'est le fameux syndrome de l'imposteur aussi qui empêche généralement de franchir le pas et d'y aller. Et c'est celui-là qu'il faut combattre. Hein. C'est généralement, enfin, quand je mettais les raisons qui font qu'on n'y va pas, la peur, la gêne, c'était, enfin, en très gros filigrane, il y avait écrit syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai que c'est celui-là auquel il faut se confronter et à un moment se dire, ok, bah, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris en testant tel outil, telle librairie, tel machin, ça mérite que je partage et du coup de tenter l'exercice. Donc c'est une bataille avec soi-même en fait. Hein. C'est vraiment juste voilà se prendre dans un miroir et à un moment de dire ok, bah je tente le truc. Et puis surtout une fois que cette première bataille avec son soi-même intérieur elle est remportée, ne pas se bloquer ou surtout ne pas se fixer des objectifs inatteignables en mode bon bah alors si je fais mon premier talk ou si je fais mon premier article ou un truc comme ça, je m'attends à avoir je sais pas combien de vues, je sais pas combien de likes, je sais pas combien de ceci, je sais pas combien de cela. Surtout enlever de très très loin tout ce genre de choses parce que c'est le meilleur moyen en fait finalement de vous décourager après coup. Donc première étape, c'est vraiment juste la bataille par rapport à soi-même et se rassurer soi-même qu'on est légitime à faire l'exercice et puis surtout ne pas se savonner tout seul la planche en attendant des retombées démesurées par rapport à ça parce que comme j'évoquais jusqu'à la fin, c'est aussi quelque chose qui se construit vraiment dans le temps. Donc c'est en prenant l'habitude régulièrement de prendre la parole, de parler, d'expliquer, d'écrire que les choses viennent. Ok. On va vraiment retirer l'aspect d'avoir un résultat, mais plus de bâtir au final. C'est ça. C'est vraiment le côté donner d'abord et sans réfléchir à d'éventuelles retombées. Et en vrai, on a la chance d'être dans un. Alors, il y a plein de trucs qui sont un peu pétés dans ce monde, mais on a quand même la chance globalement où il y a des choses qui s'équilibrent un peu et finalement. Quand tu as tendance à donner beaucoup, tu as tendance à recevoir beaucoup aussi. Donc par la force des choses, je ne saurais pas t'expliquer par quel process, mais ça vaut le coup. Donc surtout, s'enlever de la tête des espèces de retombées immédiates ou attendues, et plutôt ne pas réfléchir à ça et y aller, partager, et passer du temps et donner du temps. Et ça finit par se matérialiser d'une manière généralement inattendue, à un moment généralement inattendu, de personnes généralement inattendues. Mais finalement, ça retombe la plupart du temps très bien. Quoi. Très clair, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'on a une dernière question? C'est tout bon? Eh bien, merci beaucoup.